Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-François Chassey, qui est l'auteur de ce livre Forme d'une ville, la forme d'une ville, le cœur d'une littérature, paru aux éditions Les Presses d'Université de Montréal, tout récemment en 2025. Monsieur Chassey a déjà enseigné à l'Université de Québec à Montréal. Il a été co-directeur de la revue Spirale et directeur aussi de Voix et Images. Il a longtemps collaboré aux émissions culturelles de Radio-Canada et il est aussi l'auteur de plus d'une trentaine de livres. Alors, un plaisir de vous accueillir, Monsieur Chassey, et bienvenue chez Agora. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, ça fait plaisir. Donc, dans un premier temps, bon, le titre, il est intéressant, il est interpellant aussi. Juste connaître aussi la signification du lien entre la forme d'une ville et le cœur d'une littérature. Comment est-ce qu'il faudrait le comprendre? Alors, d'abord, la forme d'une ville, je reprends en partie un vers assez célèbre de Baudelaire qui a été repris par d'autres auteurs dans des titres, par exemple Julien Gracq ou Jacques Roubaud. Et mon idée, finalement, c'est de faire coïncider dans cette formule la ville, ce qu'elle représente, la manière dont elle se présente, et la littérature elle-même, puisque ce que la littérature raconte sur les villes, c'est bien sûr des histoires, mais qui sont liées à un monde particulier, à une structure particulière. La ville, bien sûr, c'est un monde foisonnant, c'est un monde labyrinthique, c'est le monde de la culture, c'est un monde de mouvement, c'est un monde également de contestation, de solidarité également, et c'est tout cela qui forme une ville et qu'on retrouve dans la littérature. Très bien. Alors, on a souvent dit aussi que Bonheur d'occasion, paru en 1945, marquait l'arrivée de Montréal dans la littérature québécoise. Mais celle-ci était déjà aussi présente dans la lettre paternelle de Patrice Lacombe en 1846. Quant à Québec, elle s'illustre dans Charles Guérin de Pierre Chauveau. Comment se comparent, de votre point de vue, M. Chassey, les villes québécoises à d'autres villes à consonance littéraire, si on prend par exemple l'exemple de Paris? Oui. Alors, pour pouvoir faire la comparaison, d'une certaine façon, c'est incomparable parce qu'évidemment, Paris est une très, très grande ville littéraire dans l'histoire. Il faut tenir compte du fait sociologique, d'abord, que Montréal, enfin, la littérature québécoise commence assez tard. En fait, la fiction québécoise, le roman, la nouvelle, dans tout le 19e siècle, il n'y a que 75 romans qui sont publiés au Québec. Okay. Donc, il est normal que la ville apparaisse relativement tard. Mais comme vous disiez, déjà dans la terre paternelle, Montréal est présente. Sauf que pendant très longtemps, les villes ne sont pas vraiment habitées. C'est-à-dire, la ville est d'abord et avant tout un arrière-plan, un décor. C'est seulement à partir de l'après-guerre, effectivement, qu'on commence à sentir qu'il y a une interaction très forte entre les personnages et la ville. C'est-à-dire que la ville transforme les personnages. Et là, à propos de Paris, on pourrait faire la comparaison, par exemple, avec Balzac, quand le personnage de Rastignac regarde Paris et dit « à nous deux Paris », c'est une façon de dire « je m'immisce dans cette ville va jouer un rôle dans ma vie ». Et ça commence relativement tard, je dirais, pour ce qui est du roman montréalais. Je pense qu'on peut dire la même chose pour les romans qui se passent à Québec. Oui, exactement. Il y a plusieurs chapitres aussi intéressants l'un que l'autre là. Je vais m'arrêter à celui-là, là. Fuir la ville, fuir en ville. Oui. Très intéressante, jeu sur le mot et le titre, la phrase en tant que telle. Est-ce que justement le fait de quitter la ville ou le village pour la ville, est-ce que cela avait façonné en quelque sorte les œuvres littéraires de votre point de vue, cette migrance, je veux dire, en général? Alors, c'est intéressant le rapport à la banlieue dans la littérature québécoise, parce que pendant un certain temps, on pourrait dire qu'elle a été assez passablement rejetée, mais en même temps, on ne peut pas couper la ville de la banlieue non plus, parce que la littérature, elle est pas coupée de la réalité sociale, et puis pendant les 30 glorieuses, entre 45 et 75, peu à peu, il y a eu un étalement urbain,
les banlieues se sont développées. D'ailleurs, il faudrait davantage parler des banlieues que de la banlieue, parce qu'il y a des banlieues assez différentes. Il y a des banlieues qui ont une histoire, il y a des banlieues qui sont des villes de banlieues qui sont nées un peu dans un désert historique. Alors, je pense que en fait, vous avez vu que dans ce livre, il y a quand même un peu de moi. C'est pas un ouvrage autobiographique du tout, mais je parle de mon propre rapport à la ville. Et sans doute que si moi-même je ne venais pas de la banlieue, j'aurais pas pensé mon rapport à la ville de la même façon. C'est-à-dire que je crois que la banlieue, dans la littérature québécoise, n'est plus, comme elle a été à une certaine époque, un lieu qu'on pourrait considérer comme une sorte de désert, mais un lieu à partir duquel aussi on peut penser la ville. Et ça me semble... Et c'est la raison pour laquelle il me semblait intéressant de commencer par là. Comment on arrive en ville? On n'est pas tous nés dans des grandes villes. On arrive souvent en ville de l'extérieur. Et c'est ce que je voulais dans un premier temps. Puisque c'est un roman sur les villes, je voulais commencer par expliquer comment on y arrive. Oui, exactement. Et cette façon de penser la ville, justement, avec cette référence aux auteurs qui sont, je veux dire, plus jeunes, nés dans les années 70. On va parler de ça en détail, mais on va le faire après la pause. Mesdames et messieurs, j'accueille chez Agora, à ICI Télévision, Jean-François Chassey, qui vient de faire sortir un livre très intéressant. La forme d'une ville, le cœur d'une littérature, paru aux éditions Les Presses de l'Université de Montréal. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle littérature, on va dire un essai plus ou moins, écrit par notre invité chez Agora, à ICI Télévision, M. Jean-François Chassey. La forme d'une ville, le cœur d'une littérature, paru chez PUM, Presse, les Presses de l'Université de Montréal. Alors, M. Chassey, vous avez tranché plus ou moins dans ce livre, dans la trame urbaine, en ramenant cet essai, justement, qui témoigne d'un parcours personnel qui est le vôtre à travers la littérature urbaine québécoise récente. On dit, puis après, vous êtes référé justement à beaucoup d'écrits d'auteurs qui sont, on va dire, nés dans les années 70, n'est-ce pas? Et qui n'ont pas je veux dire, la même mémoire des lieux ou la même conception de la mémoire des lieux. Bon, on va citer quelques-uns, si vous permettez, brièvement. Gabriel Allaire, Les girafes en feu, Nelly Arcan, Putain, Pierre-Marc Asselin, Relique profane, David Bélanger, En savoir trop, Elisabeth Benoît, Suzanne Travolta, Sophie Bienvenue, Chercher Sam, il y a Alain Farah, 1000 secrets, 1000 dangers. Bon, ben, la liste, elle est quand même pas mal et longue, assez intéressante. Quel écrivain québécois, selon vous, ont mieux capté l'essence d'une ville dans leur écrit en général? Ah, c'est une question un peu difficile de faire des choix. Il est clair que dans certains cas, il y a des romans qui ont des scènes particulièrement intéressantes concernant la ville. Il y en a qui donnent vraiment une sorte de souffle épique, je dirais, à la réalité urbaine. Je pense à Maxime Raymond-Bock, par exemple, qui dans ses romans donne une place à Montréal qui est très importante et très intéressante. Son roman Morel, pour moi, est un grand roman. C'est une épopée de la vie ouvrière à Montréal. Alain Farah aussi, dans Mes secrets, 1000 dangers, parce que, pour plusieurs raisons, mais aussi parce que je trouve que dans ce livre, c'est un de ceux qui permet le mieux de capter et de penser le rapport de quelqu'un qui est né ici, qui est parfaitement intégré à la réalité québécoise, mais qui a une histoire qui le ramène ailleurs, qui le ramène en Égypte, qui le ramène au Liban, et je dirais pas à laquelle il ne peut pas échapper parce qu'il n'y a pas de raison d'y échapper, mais qui fait en sorte que son histoire, en fait, déborde du caractère montréalais tout en y ramenant. Ouais. Je pourrais mentionner aussi Marie-Hélène Poitras, qui écrit des romans et des nouvelles assez extraordinaires qui parviennent très bien à capter, je dirais, l'esprit montréalais dans ses nouvelles, mais aussi dans un roman assez étonnant qui s'appelle Griffintown, qui est un roman, qui est un western en fait.
un western, un vrai western, avec tous les codes du western, mais qui se passe dans le Montréal contemporain et ça marche très bien. Alors, je dirais qu'il y a certains auteurs comme ça qui réussissent à parler, à présenter les villes de façon extrêmement prégnante, en fait, qui réussissent vraiment à les mettre en valeur, à en faire de véritables personnages. Très bien. Alors, justement, au fil des chapitres, vous avez abordé cette question, justement, de la lutte des classes. Oui. Comment cette question peut-elle justement devenir le pivot du récit lorsque la question traitée est justement celle de l'urbanité ou de la ville avec une certaine urbanité, justement? Oui. Alors, ben, je pense que ce qu'on peut dire, et c'est un peu normal, que les grandes villes ont toujours été le creuset par excellence des contestations en tout genre. Alors, mon chapitre s'intitule la, la, la lutte des classes est-elle obsolète? Oui, Moi, je pense que non. Mais elle est certainement de façon... cette lutte, elle est certainement de façon différente de ce qui se passait il y a 50, 60 ans. Et je pense que justement, les textes d'auteurs qui sont nés à partir de la fin des années 60 et par la suite en rendent compte. Le chapitre, par exemple, me permet de parler de plusieurs ouvrages qui font écho à la grève étudiante de 2012. Mais au-delà de la grève étudiante en tant que telle, c'est une manière de penser chez des jeunes auteurs un rapport au monde et puis un generation gap quoi qui s'exprime également et tout ça se passe je dirais dans la ville parce que la ville c'est par excellence un lieu de rassemblement. C'est un lieu de contestation, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de solidarité. On peut retrouver ça dans des petites villes aussi, mais c'est évident que plus la ville est imposante, plus ça vient, je dirais, hyperboliser ces tendances à la volonté de transformation et de contestation. très bien. Alors, justement, par rapport à cette dynamique des villes et tout ce qui s'en trouve, tout ce qu'elles génèrent, justement, comme événement, comme lutte de classe, etc., et comme dynamique donc qui peut impacter, influencer justement la vie des gens, est-ce que vous pensez que, justement, il y a des villes qui sont plus propices à l'écriture que d'autres? Ah, ça j'en suis convaincu. Mais alors pourquoi? C'est pas toujours si évident. C'est certain que il y a des villes qui ont une sorte de sédimentation historique, je dirais. L'histoire se retrouve partout. Et l'histoire, c'est la mémoire, c'est le passé qui renvoie au présent, et tout ça crée une dynamique particulière. Au Québec, et pour la ville de Québec, je pourrais peut-être moins m'exprimer, mais pour Montréal, où j'habite depuis toujours, ce qui me frappe, c'est à quel point il y a toutes les raisons de ridiculiser l'expression «je me souviens». Parce Mhm. que il y a de très nombreux endroits à Montréal qui ont été des lieux importants culturellement, dont il n'y a plus de traces. Et dans mon livre, d'une certaine manière, c'est aussi ça que je veux montrer, c'est que la littérature permet de faire réapparaître le passé, de nous permettre de le réapprendre, de le fantasmer également. Et donc, c'est pour ça aussi, je dirais que j'ai insisté dans ma présentation, dans l'introduction, sur le fait que si je tiens à parler d'auteurs récents, qui ont commencé à publier dans les 25 dernières années, parfois très récemment, qui sont des sujets historiques différents de moi, il ne s'agit pas d'imposer une coupure avec le passé. Il y a aussi des lieux de transition, il y a aussi des lieux de mémoire, il y a aussi des lieux de Mhm. passage entre la littérature actuelle et la littérature passée, par rapport à l'histoire au Québec, mais aussi par rapport aux littératures étrangères. C'est-à-dire la littérature, c'est aussi un monde qui est complètement ouvert à ce qui l'entoure, aussi sur le plan littéraire. Les influences littéraires, elles sont aussi étrangères et on les retrouve dans les livres dont je parle. Exactement. Alors, parfait. Encore une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. Donc, c'est Jean-François Chassé qui est mon invité aujourd'hui chez Agora, AIC Télévision, auteur du livre, justement, La forme d'une ville, le cœur d'une littérature. On vous revient.
Je suis de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. On parle d'un essai captivant sur la relation entre la ville, l'urbanité et la littérature. C'est très sensible, vous allez voir, c'est très transparent. En s'appropriant ce livre, il faut l'acheter. La forme d'une ville, le cœur d'une littérature, paru aux éditions Les Presses de l'Université de Montréal, de son auteur Jean-François Chassé, mon invité chez Agora aujourd'hui. Alors, j'aimerais revenir, M. Chassé, sur cette question des écrivains étrangers, parler de l'influence des écrivains étrangers sur la représentation de la ville chez les auteurs québécois. Que pouvez-vous nous dire justement sur ce point? Je pense que sans que les auteurs soient mentionnés, on sent dans plusieurs ouvrages une influence ou bien des États-Unis ou bien de la France, dans la forme, dans le genre. Je parlais tantôt de Griffintown de Marianne Poitras. Évidemment, si on parle de western, on ne peut pas faire autrement que penser aux États-Unis. Il y a dans ces romans un peu partout, très très souvent, des influences qui sont pas nécessairement explicites, mais qui rendent compte d'une grande richesse culturelle, je dirais. C'est une chose peut-être qu'il faut dire à propos de la littérature des 20 ou 25 dernières années, c'est que beaucoup des écrivains qu'on lit sont des écrivains qui ont fait des études poussées, qui ont une connaissance de la littérature qui est très grande. Alors évidemment, avoir fait un doctorat ne garantit pas qu'on va écrire un roman de qualité, mais il reste qu'il y a là une connaissance de la littérature qui est très grande et qui est parfois explicite. Je pense par exemple au roman de Kevin Lambert. Bon, il l'a dit souvent, c'est un roman qui a été beaucoup influencé par Marie-Claire Blais. Je peux le comprendre, mais en même temps, c'est un roman dans lequel, moi, personnellement, j'ai vu Marcel Proust tout le temps. Il y a quelque chose de très proustien dans ce roman, et je pense que ça soit volontaire ou non, il y a des influences comme ça qui réapparaissent, qui tiennent au sujet même. Dans le roman de Kevin Lambert, c'est clair que le monde qu'il représente, le monde de l'architecture, le monde de la grande bourgeoisie culturelle actuelle, pour moi, fait écho à ce qu'on retrouve chez Proust dans l'aristocratie proustienne, par exemple. C'est le même genre de débat, c'est le même genre de monde, c'est la même critique de l'intérieur également qui est faite. Donc, je pense que une des choses qui me frappe, c'est à quel point il y a dans ces ouvrages récents une sorte d'élan qui est marqué par une connaissance littéraire, un amour de la littérature qui est très grand. Qui est très grand, parfait. Alors maintenant, justement, dans l'ère du numérique qui est très présent dans nos vies quotidiennes, là, est-ce que vous croyez que la ville est toujours source d'inspiration, une source d'inspiration, je vais dire, aussi forte pour les écrivains? Moi, je pense que oui. Je pense qu'elle le sera toujours parce que la technologie... Vous savez, je vais vous donner un exemple de roman qui n'est pas un roman québécois, mais Manhattan Transfer de John Dos Passos, qui est paru en 1925, qui est un roman qui, donc, comme le titre l'indique, se passe à Manhattan, mais un roman dans lequel, et c'est ce qui faisait une des particularités de ce roman, on voit apparaître les médias nouveau. La ville est le monde des médias. Alors, on voit, par exemple, si je puis dire, oui, on peut voir dans la page, on voit apparaître soudainement dans une trouée de la page, une page de journal, les informations qui apparaissent. Ou soudainement, un dialogue est coupé parce qu'on entend ce que les gens entendent à la radio. Alors, ces médias qui, à l'époque, étaient relativement nouveaux, en tout cas pour ce qui est de la radio en 1925, continuent à marquer la ville et à nous marquer à travers la ville. C'est évident qu'on pourrait dire, par exemple, qu'aujourd'hui, déjà, Marshall McLuhan, dans les années 60, parlait d'un village global pour le monde contemporain. C'est bien davantage le cas aujourd'hui avec tous les médias, mais il reste que, même si on dit que les gens passent énormément de temps devant leur écran, devant les réseaux sociaux et tout, très souvent, la place même de la ville il joue un rôle. Je reviens à la grève de 2012, on l'a beaucoup dit. Les réseaux sociaux ont alimenté la grève, c'est-à-dire qu'il y a des moments où dans les réseaux sociaux, soudainement, on disait « il se passe tel truc à tel endroit, allez-y », et les étudiants se rassemblaient soudainement en moins d'une heure. Donc, il y a un effet des réseaux sociaux, mais aussi qui
qui a des échos dans la ville elle-même, dans la ville réelle. Donc, j'ai très confiance que la ville va... Oui, Donc, j'allais dire, je suis très confiant que la ville va commencer à être importante, va continuer à être importante. Exactement. Alors, juste le dernier chapitre, là, je me souviens des villes, où il est question justement de mémoire et de la réhabilitation d'une certaine mémoire, d'une époque révolue. Comment la littérature contemporaine, M. Chassé, s'approprie-t-elle l'espace urbain différemment des écrivains du passé, du passé 18e ou 17e ou même 19e? Oui. Écoutez, je dirais que la littérature, d'abord, elle n'est jamais isolée du discours social d'une époque. Et le discours social, c'est pas simplement des événements qui se passent, c'est justement une manière de présenter les choses. Le monde évolue, le monde se transforme, et la manière dont on parle du monde est en soi une façon d'en rendre compte. Et en ce sens-là, vous parliez du monde numérique, des technologies. Il est clair que les technologies aujourd'hui ont des effets sur la littérature. C'est-à-dire, on retrouve des romans dans lesquels on a des échanges par Messenger ou je ne sais trop. La forme même de la littérature est transformée. Alors, la transformation urbaine rend compte de ça aussi. Baudelaire et Rimbaud au 19e siècle considéraient que l'industrialisation de Paris, les transformations de Paris, c'était pas beau esthétiquement, mais en même temps, c'était une sorte de chaos qui, d'un point de vue poétique, était extrêmement intéressant. Je pense que toutes les époques rendent compte des transformations de la ville. Et moi, j'ai voulu à la fin me souvenir de ce que les villes avaient été pour moi dans mon adolescence. Et en même temps, tout mon livre est consacré à montrer ce qu'est la ville aujourd'hui pour les jeunes auteurs. Excellent. La forme d'une ville, le cœur d'une littérature, paru aux éditions Les Presses Université de Montréal, mesdames et messieurs, de son auteur, Jean-François Chassé, qui était mon invité aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Chassé, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Très intéressant livre. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Merci. Je vous en prie, prochain rendez-vous chez Agora, jeudi à 15h30. Au revoir.